Ils ont tué l'héritier Kadhafi, pensait-il tuer l'unité africaine. Mais ont-ils, sans le vouloir, déclenché le contraire? La nouvelle vient de tomber. Saïf al-Islam Kadhafi, le dernier espoir d'une Libye unie et souveraine, a été assassiné. Ce n'est pas une simple disparition politique. C'est un séisme qui secoue Tripoli, Benghazi, toute la Libye, et bien au-delà des frontières du désert. Le chaos s'installe, la confusion règne. Les téléphones sonnent, les milices s'agitent, et un immense sentiment de vide traverse la région. Cet assassinat n'a rien d'un acte isolé. Tout indique une opération minutieusement préparée, exécutée par des professionnels. Caméras brouillées, gardes neutralisés en silence, tirs précis. La main d'experts étrangers plane sur cette nuit sanglante. Il ne s'agissait pas de voler ni de kidnapper, mais bien d'éteindre une voix et une vision. La cible? Un homme qui, malgré l'héritage brûlant de son père, voulait rassembler les tribus libyennes, reconstruire le pays et surtout défier l'ordre imposé par l'Occident. Saïf al-Islam n'était pas qu'un politique, il était la passerelle entre la Libye, le Sahel et le rêve panafricain. Il portait l'idée d'une monnaie africaine adossée à l'or, d'une économie libérée, d'une Afrique fière et indépendante. La question est brutale. En assassinant Saïf, ont-ils tué l'espoir ou semé les graines d'une révolution impossible à étouffer? Car si la flamme s'éteint ici, la Libye risque de retomber dans le chaos et l'Afrique de rester divisée, soumise à l'exploitation de ses richesses, pétrole, or, uranium, lithium, par des intérêts étrangers. Mais si la graine germe, alors l'idée d'unité, de souveraineté, d'indépendance monétaire pourrait renaître partout, portée par la jeunesse, et donner naissance à une force politique nouvelle. Pour savoir ce qui se joue vraiment, il faut revenir sur le parcours de Saïf al-Islam et comprendre ce que son projet signifiait pour la Libye et tout le continent africain. Plongeons maintenant dans l'histoire méconnue de Saïf al-Islam, pour saisir la portée symbolique et stratégique de son combat et de son héritage. Saïf al-Islam n'était pas un simple politicien. Il était le témoin direct et le porteur d'un projet continental que peu osaient rêver. Un héritier façonné par le feu des luttes africaines et la vision d'une Afrique libérée des chaînes extérieures. Fils du légendaire guide Mouammar Kadhafi, il a grandi au cœur des tempêtes qui ont forgé la conscience panafricaine. Il a vu son père soutenir les mouvements de libération du sud de l'Afrique jusqu'aux rivières d'Angola, comprendre les sacrifices nécessaires pour briser les chaînes coloniales. Saïf n'a jamais oublié le prix à payer pour l'indépendance totale, l'hostilité de l'Occident, la trahison et parfois le sang. Mais ce qui distingue Saïf, c'est sa vision. Il ne voulait pas seulement restaurer la souveraineté libyenne, il voulait incarner un nouvel espoir pour l'ensemble du continent. L'un de ses projets les plus subversifs, le dinar or, une monnaie africaine indépendante basée sur les réserves d'or du Sahara et de la Libye. Une arme pacifique, mais redoutable, pour briser la domination du dollar et du franc CFA et rendre enfin aux Africains le contrôle de leurs échanges et de leur avenir. Saïf savait ce que cela impliquait. Il avait vu le sort réservé à ceux qui osent défier l'ordre mondial. La destruction de la Libye, la mort de son père, le chaos semé par les puissances étrangères. Pourtant, il est revenu. Au lieu de fuir ou de se soumettre, il a choisi de revenir sur la scène politique libyenne, déterminé à renverser la table et à redonner espoir à son peuple. Il tend la main aux tribus, il rallie la jeunesse épuisée par l'anarchie des milices, il prépare le terrain pour une Libye souveraine, une Libye qui ne sera plus jamais une porte ouverte au pillage. Pourquoi l'Occident a-t-il tant redouté ce retour? Parce que Saïf n'était pas isolé. Son ambition dépassait les frontières libyennes. Il avait compris la force nouvelle de l'alliance entre la Libye et le Sahel, rêvant d'un bloc indépendant, du Niger jusqu'à la Méditerranée. Si ce projet prenait racine, c'était la fin du partage colonial, le début d'une Afrique debout. L'enjeu est colossal. Si les leaders courageux échouent, l'Afrique restera un puzzle divisé, exploité, pillé génération après génération. Mais si l'esprit et l'héritage de Saïf inspirent la jeunesse et les décideurs, alors tout peut changer, jusque dans la structure profonde de l'AES,
et au-delà des frontières tracées par la colonisation. Mais comment expliquer la panique soudaine dans les capitales occidentales face au retour de Saïf et à ses alliances secrètes? Entrons dans les coulisses de cette peur stratégique. Imaginez une Afrique nouvelle, du Sahel à la Méditerranée, affranchie du franc CFA, des pipelines étrangers et des diktats occidentaux. Ce rêve n'est plus une utopie, c'est un projet qui a déclenché la panique à Paris et à Washington. Peu de temps avant son assassinat, Saïf al-Islam Kadhafi avait noué des contacts secrets et directs avec les chefs de l'Alliance des États du Sahel. Traoré au Burkina Faso, Goïta au Mali, Tiani au Niger. Leur but? Fonder un bloc souverain, capable de reprendre le contrôle total des ressources africaines. Pétrole libyen, or sahélien, uranium et lithium enfouis sous les terres rouges du continent. Ce rapprochement n'était pas qu'un symbole. Il s'agissait de briser l'enclavement du Sahel, ces pays privés d'accès à la mer et dépendants de ports contrôlés par les ennemis de leur indépendance. Avec la Libye comme porte sur la Méditerranée, l'AES ne serait plus prisonnière des routes imposées par l'Occident. Le pétrole de Tripoli pourrait alimenter les usines de Niamey, l'uranium de l'Aïr partir directement vers l'Asie, l'or et le lithium financer la renaissance des économies locales, sans passer par Paris ou Londres. Mais la véritable bombe, c'était le projet ressuscité du dinar or africain. Saïf voulait ranimer l'idée de son père, une monnaie panafricaine, adossée sur les réserves d'or libyennes, couplée aux ressources stratégiques du Sahel. Ce projet menaçait de pulvériser la domination du franc CFA et de porter un coup fatal à la suprématie du dollar sur le continent. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique pouvait envisager de fixer ses propres règles, de fixer le prix de ses richesses et de forger son destin. Dans les chancelleries occidentales, c'est la panique. Paris comprend que sa rente sur l'uranium nigérien, son emprise sur la monnaie, ses contrats pétroliers, pourraient s'évaporer en quelques mois. À Washington, les stratèges voient l'ombre d'une Afrique qui leur échappe, où la jeunesse, inspirée par le Traoré Effect, pourrait balayer tous les gouvernements fantoches restants. Ce n'est plus seulement une question de politique. C'est l'avenir de la souveraineté africaine qui se joue. L'Afrique peut enfin récupérer ses clés ou rester enfermée dans les chaînes monétaires et logistiques forgées par les puissances étrangères. La mort de Saïf signe un avertissement sanglant, mais aussi une preuve de la force du projet qu'il portait. Face à ce danger, l'Occident choisit la confrontation directe, éliminer le porteur du rêve, espérant étouffer l'incendie. Mais ce calcul, en voulant tuer l'idée, risque bien au contraire de la rendre inarrêtable. Car, au moment même où l'Occident pensait tout contrôler, une nouvelle génération de leaders et de peuples se lève, déterminés à reprendre l'héritage et à poursuivre la lutte. Découvrons comment la disparition de Saïf pourrait transformer la colère en une vague irrésistible d'unité panafricaine. Quand on tue le messager message disparaît-il ou se propage-t-il comme un virus? Aujourd'hui, l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Derrière ce geste, on perçoit l'ombre d'un Occident prêt à tout pour stopper l'élan de souveraineté africaine, même employer les moyens les plus extrêmes, assassinats ciblés, financement de milices, manipulation de la terreur. Ce n'est pas une nouveauté, mais le retour d'une guerre de l'ombre menée depuis des décennies sur le continent, une guerre pour les ressources, pour le contrôle, pour l'âme de l'Afrique. Pourtant, le résultat échappe à leurs calculs. Car ce que les stratèges occidentaux ont sous-estimé, c'est la naissance d'une véritable contagion. Le Traoré Effect déferle aujourd'hui au-delà du Sahel. C'est le courage, la désobéissance, la volonté d'autodétermination qui inspire la jeunesse du continent. Les rues de Ouagadougou, de Bamako, de Niamey, jusqu'aux confins de la Libye, vibrent d'un même rêve d'émancipation. L'idée d'unité, du dinar or, de l'indépendance, a survécu à la mort de l'homme. Elle est devenue virale, portée par le peuple et transmise de main en main, de génération en génération. Face à cette vague populaire, l'Occident multiplie les tentatives pour éliminer les leaders du Sahel, mais les résultats sont mitigés. Pourquoi? Parce que ces dirigeants ne sont plus seuls.
Ils bénéficient d'une protection populaire inédite et savent nouer de nouvelles alliances stratégiques, que ce soit avec la Russie, la Chine ou l'Iran. Les réseaux locaux d'alerte et de défense rendent toute opération clandestine risquée, voire contre-productive. L'échec des coups d'État et des assassinats contre les capitaines du Sahel le prouve. La résilience populaire est devenue un bouclier que ni drones ni mercenaires ne peuvent franchir. Alors, faut-il voir dans l'assassinat de Saif un message de terreur ou, au contraire, un aveu de panique? L'acte révèle la peur grandissante des puissances extérieures face à une Afrique qui ose s'organiser, dialoguer, rêver d'indépendance. Tuer le symbole ne suffit plus, car le projet panafricain, porté par l'AES, s'est enraciné dans la conscience collective. L'Occident, en croyant éteindre une étincelle, a déclenché un incendie. Car ce qui est en jeu dépasse la vie d'un homme. Si l'Occident échoue à stopper l'AES, une vague d'émancipation pourrait déferler sur tout le continent. Ce serait un séisme géopolitique. Le contrôle du pétrole, de l'or, de l'uranium, du lithium échapperait aux multinationales, la monnaie se décoloniserait et le peuple retrouverait sa dignité et son pouvoir. Mais face à cette tempête, que peuvent faire concrètement les peuples africains? Regardons de plus près la leçon d'organisation et de résilience donnée par le Sahel. La sécurité ne se construit pas avec des murs de béton, mais avec des murs humains. Voilà la vraie leçon de l'AES face à la manipulation et à l'assassinat politique. Depuis la disparition de Saïf al-Islam Kadhafi, l'Occident pensait avoir mis fin au rêve d'unité africaine. Mais, en réalité, cet acte n'a fait que renforcer l'immunité des peuples contre les ingérences extérieures. Dans l'AES, la résilience ne repose pas sur des leaders infaillibles, mais sur une vigilance citoyenne et une organisation populaire exceptionnelle. Partout, de Bamako à Ouagadougou, c'est le peuple qui surveille, informe et protège le projet collectif. Les populations sont devenues les premiers remparts. Elles montent la garde, dénoncent les infiltrations et refusent la division. Ce mur humain fait échec aux tentatives de manipulation, car chaque citoyen s'est mué en gardien de la souveraineté nationale. Le patriotisme n'est plus un slogan, c'est une pratique quotidienne. Surveiller, protéger, agir. Face à l'assassinat, les jeunes n'ont pas cédé à la peur. Au contraire, ils se sont soudés autour d'une idée. L'Afrique doit survivre à la mort de ses chefs. L'ennemi est désormais clairement identifié, et la jeunesse, consciente du jeu des puissances étrangères, s'organise à tous les niveaux. Des comités de quartier aux réseaux sociaux, l'information circule, les alertes sont partagées et la résistance s'amplifie. Sur le plan économique, le projet de monnaie souveraine ne s'est pas effondré avec la disparition de Saif. Bien au contraire, il progresse. Les discussions sur la création d'une monnaie appuyée sur l'or et les ressources du Sahel continuent à mobiliser économistes, étudiants et décideurs. L'idée du dinar or, naguère utopique, est aujourd'hui débattue dans les universités, les médias et même les marchés populaires. Preuve que c'est devenu une cause collective, portée par tous et pour tous. L'AES a aussi compris l'importance des alliances stratégiques, à la fois régionales et internationales. Mali, Niger, Burkina Faso avancent ensemble, mutualisent leurs forces et cherchent des partenaires en dehors des circuits classiques dominés par l'Occident. Cette solidarité active rend les tentatives d'isolement ou de déstabilisation beaucoup moins efficaces. La confiance se construit, non sur la peur de l'ennemi, mais sur la conviction partagée que l'union fait la force. Si ce modèle inspire d'autres peuples africains, alors l'Afrique pourra rompre le cycle de la division et résister enfin à la prédation étrangère. La mort de Saif n'a pas mis fin au rêve. Elle a transformé une idée en un mouvement vivant, enraciné dans le quotidien de millions de personnes. Mais alors, comment cette nouvelle conscience populaire peut-elle se traduire en véritable victoire sur le terrain? Découvrons ensemble les prochaines étapes de ce réveil panafricain. Saif est tombé, mais le rêve est debout. Qui portera le flambeau demain? Aujourd'hui, il est trop tard pour tuer l'idée. Un homme peut être abattu dans la nuit, réduit au silence par des armes étrangères, mais une idée qui a pris racine dans le cœur d'un peuple ne disparaît jamais. Le rêve d'une Afrique souveraine, unie autour de ses richesses et d'une monnaie indépendante,
et plus vivant que jamais. L'assassinat de Saif al-Islam n'a pas stoppé le mouvement. Au contraire, il l'a renforcé. En croyant pouvoir étouffer la révolution à la source, l'Occident a réveillé une génération entière. Le feu du dinar or, de l'union du Sahel à la Méditerranée, circule aujourd'hui dans les veines des peuples. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, mais aussi en Libye, en Algérie, au Sénégal, partout où l'on refuse de courber l'échine. Ce n'est plus seulement un combat de leaders ou de militaires, c'est le peuple, éveillé, qui devient le véritable rempart. L'AES n'est pas une étoile filante. C'est la preuve que l'idée a survécu à toutes les balles, à toutes les trahisons. Chaque tentative d'étouffer la souveraineté africaine n'a fait qu'engendrer plus d'alliés, plus de voix, plus de courage. Le risque est immense. Si chacun baisse les bras, l'Afrique reste otage des pillages, soumise aux diktats étrangers, toujours divisée, toujours exploitée. Mais si chacun s'implique, ne serait-ce qu'en refusant le fatalisme, en s'informant, en soutenant l'unité, alors le destin bascule. L'avenir ne se joue plus dans les couloirs du pouvoir occidental, mais dans chaque village, chaque ville, chaque esprit africain qui refuse la soumission. Aujourd'hui, la balle n'est plus seulement dans le camp des présidents ou des militaires. Elle est dans nos mains. C'est à nous, peuple africain, d'écrire la suite. Saïf n'est plus, mais l'hydre est né. Une idée, un peuple, une fierté qui ne se tue pas. Restez vigilants, restez actifs. L'histoire ne s'arrête pas avec un assassinat. Elle s'accélère. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère.